Bien, bonjour, bienvenue à l'école. Je ne vais pas recommencer un petit discours. Je vais me présenter, Arnaud Méquignon. Je suis enseignant en mesure et capteur. Vous m'entendez bien au fond? Bien. Je vais donc vous faire une présentation ce matin et cet après-midi, on devrait se revoir en groupe pour faire quelques fiches d'atelier, pour travailler sur quelques fiches d'atelier que je propose. J'en propose une sur l'humidité, une autre sur la pression atmosphérique et la dernière sur les précipitations. Évidemment, j'espère que cet atelier sera plus interactif que de lire ces documents, et j'enrichirai ces documents grâce à vos remarques et vos idées, et je vous en remercierai beaucoup. Voilà, donc je suis enseignant en mesure et capteur dans mon département, et je vais vous faire une présentation sur ce qui tourne autour de l'instrumentation, de la mesure et des incertitudes de mesure, et notamment les erreurs. D'accord ? Bien, donc comme dans toute science, en météorologie, on commence par observer pour pouvoir analyser la situation ou analyser des résultats ou des observations. Et enfin, on termine par prévoir, en tout cas en météorologie, et décider. Cette présentation concernera évidemment l'observation. Ce sera principalement et même uniquement l'observation instrumentale. On a également à la météo des observateurs qui sortent pour voir ce qui se passe dans le ciel, pour décrire le temps qu'il fait, et ainsi aider à la prévision immédiate, par exemple, et surtout à la surveillance des conditions météorologiques pour la sécurité des usagers et des aéronefs, par exemple. Donc je vous donnerai quelques exemples de mesures. On ne va pas regarder tous les capteurs que l'on utilise à la météo, on pourrait y passer toute la journée. Donc on va cibler plutôt sur des capteurs que vous avez plutôt l'habitude d'utiliser lorsque vous avez des stations. Je vais en parler immédiatement. Et après, pour terminer cette présentation, je vous parlerai des efforts mis en œuvre quant à la qualité de la mesure. On mesurer, c'est une bonne chose, à condition de faire en sorte que cette mesure soit de qualité, d'accord ? Qu'elle soit environnementale ou qu'elle soit basée sur la qualité du capteur lui-même. Bien, donc avant de commencer la description de ces capteurs dont je vous parlais à l'instant, on va passer en revue très rapidement les différents paramètres météorologiques que l'on est tenu de capter, de mesurer. On a les paramètres d'état atmosphérique, pression, température, humidité. Et ces trois paramètres vont nous permettre de qualifier une masse d'air. D'accord ? Les paramètres dynamiques, principalement le vent, en direction et en force. On a également les paramètres d'échange d'énergie. En premier lieu, nous verrons les précipitations, qui sont une forme d'échange au travers des condensations, des vaporisations, des sublimations. Dans ces paramètres d'échange, il y a également l'énergie apportée par le soleil à la surface supérieure de l'atmosphère et au niveau du sol, ainsi que les éclairs lorsqu'il y a des orages. Les autres paramètres que l'on ne verra pas aujourd'hui concernent la visibilité horizontale. C'est un paramètre qui est utilisé principalement pour les aéroports. C'est un paramètre de sécurité pour l'atterrissage, le décollage un peu moins, mais surtout l'atterrissage. La hauteur de base des nuages également est un paramètre qui est fourni à l'aéronautique. La durée d'insolation intéresse plus l'agronomie, mais c'est un paramètre que l'on mesure. Ce qu'on verra aujourd'hui, eh bien, c'est les trois paramètres d'état atmosphérique, pression, température, humidité. Je vous ferai une description rapide des capteurs de vent utilisés à Météo France, très rapide, mais si vous avez des questions, je serai ravi de répondre. Et enfin, le dernier paramètre mesuré sera le paramètre concernant les précipitations. Voilà un petit, je ne sais pas si c'est très clair, c'est un peu minuscule, vous m'en excuserez. Voici un résumé de ce que je vous propose. Donc, ça a été fait à l'aide d'un logiciel qui, j'ai oublié le nom, c'est MapTool. Merci. Donc, je vais vous présenter des exemples, comme je l'ai dit, des exemples d'instruments au travers des paramètres mesurés. On aura pression, température, humidité, précipitation et le vent, vitesse et direction. Pour chacun de ces paramètres et de ces capteurs, pour chacun de ces paramètres, on va étudier rapidement également les principes de mesure et nous verrons les capteurs associés à ces mesures.
on verra toutes les contraintes d'installation qui nous permettent de faire des mesures dans de bonnes conditions. Enfin, j'espère le faire, je pense qu'on le fera peut-être demain, ça, mais je vous parlerai de la qualité des mesures. Autrement dit, on va étudier les deux classifications qui nous permettent de savoir si nos mesures sont correctes ou non. Il n'est pas question dans ce cas-là d'améliorer nos mesures. On se contente d'avoir un état des lieux, en quelque sorte. À chaque fois que l'on diffuse des données, on les accompagne de ce qu'on appelle des métadonnées. Et ces métadonnées vont décrire la donnée. Et dans ce cas-là, vont dire si ces données vont dire si ce sont des bonnes données météorologiques, des données moyennes ou des très mauvaises. En général, les mauvaises, on se débrouille pour ne pas les donner. Et encore moins les vendre. Voilà, donc, j'attaque sur les capteurs. Les capteurs, les voici. Les capteurs de pression, on utilisait jusqu'à un temps pas si récent que ça, un baromètre à mercure. On ne l'utilise plus, on verra quel est le capteur qui est utilisé. On utilisait aussi des barographes, ici c'est un barographe, il y a également des baromètres qui utilisent le même principe, ce sont des capsules anéroïdes avec un gaz inerte et on va mesurer une pression différentielle dans ce cas-là. D'accord ? Voici le capteur qui est utilisé à Météo France et dans la plupart des services météorologiques européens et américains. Ben voilà, c'est une boîte noire, c'est une boîte grise, plus précisément. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ça marche très bien. De toute façon, il vaut mieux que ça marche très bien parce que la pression, je le répète, c'est je le répète pas, je le dis, c'est un paramètre qui est fourni à l'aéronautique et c'est un paramètre sensible. Le principe de fonctionnement de notre fameux PTB220A, voici une illustration. Et comment fonctionne-t-il ? Eh bien, ce que vous voyez ici, juste ici et là, ce sont des condensateurs, tout bêtement. En fait, on va utiliser le même principe que pour les capsules anéroïdes. Les capsules anéroïdes, je vous remontre cette chose-là. Voici des capsules anéroïdes. Ces capsules, quand on les pressait, elles s'écrasaient évidemment et un stylet montrait une hausse de pression. C'est la pression qui est exercée. Et quand on leur permettait de se dilater, autrement dit, quand la pression diminuait, eh bien, le stylet partait dans l'autre sens. Donc, cette idée est intéressante. Mais les météos sont particulièrement paresseux. Dès qu'ils ont un capteur, ils y mettent 2 fils. Et voilà ce qu'on a fait. On a pris le même type de capteur. On a pris un condensateur qui simule l'effet de la capsule anéroïde. Et effectivement, si on prend un condensateur, avec ses connecteurs, ses 2 armatures et un diélectrique, qui est ici un gaz inerte, eh bien, on va se débrouiller pour que l'une des armatures soit souple. D'accord ? Et si on le met en lien avec la pression atmosphérique, les armatures vont se rapprocher l'une de l'autre. Et évidemment, eh bien, si ici on a la capacité en sortie du condensateur, avec la permittivité du vide, la constante diélectrique, la surface des armatures et ici la distance, on jouera sur la distance séparant les 2 armatures. D'accord ? Du coup, on mesure une capacité. On passe à un circuit oscillant, on récupère une variation de fréquence et in fine, on va mesurer une tension. Voilà. Et du coup, ça marche très bien. Alors pourquoi 2 cellules ? Eh bien, comme je l'ai dit, c'est un paramètre sensible. C'est une mesure qui est très importante pour l'aéronautique. Du coup, on a 2 cellules pour être sûr qu'on leur donne une bonne valeur de pression. Alors c'est un peu une ineptie d'en avoir 2. En général, quand on veut être sûr qu'un des 2 capteurs fonctionne, on en prend un 3e. Ou fonctionne mal, on en prend un 3e. Et là, on est à peu près sûr. À partir du moment où on a 2 capteurs qui fonctionnent, le 3e étant défectueux, c'est très simple de l'éliminer. Là, il n'y en a que 2. Alors, c'est problématique, mais en même temps, on a trouvé des parades. Il y en a que 2, c'est uniquement pour un problème de financier. Hein. Le prochain s'appellera PTB 330A avec 3 capteurs. Bon, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un peu de statistiques. On récupère les données régulièrement, d'accord ? Ce qui fait que la pression ne variant pas énormément sur une période assez courte, eh bien, on pourra faire une régression linéaire. Dans ce cas-là, ce sera linéaire. On pourra prévoir la valeur de la pression qui arrivera au temps suivant. Quand la pression arrive, on compare l'écart entre la pression prévue et la pression réelle. Si l'écart est trop important, eh bien, on dit attention, on a un souci avec ce capteur, ou alors le capteur est HS. Et dans ce cas-là, on stoppe la livraison de pression à la tour de contrôle. D'accord ? Voilà, c'est un des filtres statistiques qui est utilisé.
Il y en a un certain nombre. Je pense que le problème sera nettement plus simple à gérer quand on aura un troisième capteur de pression dans cette boîte. Voilà. Alors, ça, c'est les contraintes d'installation. Cette diapo parle des contraintes d'installation. Quand on avait un baromètre à mercure, le mercure sert à quoi par ailleurs? Il sert à mesurer la pression, certes, mais il sert également à mesurer la température. D'accord? Ce qui fait que quand on avait un baromètre qui était proche d'une source de chaleur, on mesurait à la fois la pression atmosphérique et la pression atmosphérique et la température de l'air. Du coup, on avait très souvent, je ne pense pas qu'il y soit là, on avait un petit flacon de mercure avec un thermomètre. On connaissait la température du mercure et on faisait une correction de température. On y ajoutait une correction de gravité, une correction instrumentale, etc. Et il y avait tout un nombre de corrections. Mais toutes ces grandeurs d'influence, les grandeurs d'influence, ce sont les grandeurs qui vont gêner la mesure. Toutes ces grandeurs d'influence qui gênaient la mesure à l'aide d'un baromètre à mercure, mais on les retrouve également dans ce type de capteur. Il y a de la température, il y a des vibrations, il y a tout ce qu'on veut. Il y a aussi le problème est lié surtout à la proximité d'une source de chaleur, en considérant, même si l'élément est très petit, en considérant qu'il peut y avoir un gradient de température sur le boîtier. D'accord ? Alors, on embarque dans ce capteur une sonde de température, et on va faire de la même manière que pour le mercure une correction en température. Néanmoins, s'il y a un gradient, on ne saura pas quelle température utiliser. D'accord ? Donc les contraintes d'installation dans ce cas-là, loin des sources de chaleur, loin des vitres, et si possible à l'ombre. Les vibrations, j'en ai parlé à l'instant. Évidemment, tout capteur, et même électronique, il n'y a pas simplement le mercure, mais tout capteur n'apprécie pas trop les vibrations. Les pressions hydrodynamiques, on les évite. En fait, la pression atmosphérique, c'est quoi? C'est la pression hydrostatique, pression de l'air. Si on déplace notre capteur, on va engendrer une pression hydrodynamique. Cette pression ne reflète pas la pression hydrostatique, la pression atmosphérique, donc on va essayer de l'éliminer. Autrement dit, ce capteur-là est toujours placé dans un endroit où il n'y a pas de clim, par exemple. On ne la place pas dehors au vent. Les gens du centre de recherche, je ne sais pas si vous verrez sur le terrain, vous verrez des petites niches de chiens. Ils font de la mesure de pression à l'extérieur, mais dans des petites niches de chiens pour éviter toute pression supplémentaire liée à la force du vent. Voilà, j'en passe très rapidement. Ça a été très rapide, mais toutes les questions que vous me poserez, j'y répondrai avec plaisir, comme je l'ai dit. On va passer à la mesure de température. La mesure de température se mesure encore évidemment à l'aide d'un thermomètre à mercure. On a aussi des thermomètres à toluène, à alcool. On mesurait également, on mesurait la température, mais ce qui nous importait, c'était d'enregistrer. Pour nous, une chaîne de mesure complète, c'est un capteur, c'est un transducteur, c'est un système de transfert des données et un enregistrement des données. Et bien là, on avait une chaîne de mesure à elle entière. Ici, on a un capteur, vous le verrez dans le parc, dans l'abri. On a un bilame. En fait, ce sont deux lames dans ce cas-là qui ont un coefficient de dilatation différent. Et quand la température augmente, l'une des deux est repoussée vers le bas et inversement. Du coup, on a le stylet qui se trouve ici, qui va nous donner une mesure de la température et surtout une variation de la température. Ce n'est pas notre capteur de mesure, il est nettement moins bon que ce type de sonde, enfin de thermomètre. Néanmoins, on connaît en tout cas les heures du maxi, les heures du midi. Quand on mesurait le maxi et le mini à l'aide d'un thermomètre, on n'avait aucune information sur l'heure. Cet instrument, qui était un système d'horlogerie tournant sur une semaine, nous permettait d'avoir une information sur l'heure du mini et l'heure du maxi. Le capteur qu'on utilise actuellement, eh bien, ça ressemble beaucoup aux capteurs qui doivent se trouver sur votre voiture. C'est une résistance. Une résistance, dans ce cas-là, c'est une résistance de platine qui va voir sa résistance varier en fonction de la température, tout bêtement. Et ça s'appelle une PT100. Une PT100, c'est donc un enroulement protégé par cette gaine. C'est un enroulement de platine. Et lorsque la température est à 0 degré, on a, au sortir du capteur, on a 100 ohms si on mesure la résistance. D'accord ? Voilà. Ce qui va varier ici,
On a l'expression nous donnant la résistance d'un conducteur. Ici, on a la résistivité, la longueur du câble et la section du câble, ou enfin du câble, c'est parce que je pense à ce qu'il y a derrière, ou la section du conducteur. Eh bien, on va se débrouiller avec un montage 4 fils. C'est un montage dont on ne parlera pas ici, mais on va s'affranchir de tout ce qui pourrait être grandeur d'influence sur le câble. Le soleil chauffant le câble, par exemple, forcément, il y a une conduction de la température jusqu'à la résistance. Eh bien là, on va s'affranchir de la dilatation du câble, de la surface. On ne va s'intéresser qu'à la résistivité qui va varier en fonction de la température, tout bêtement. Et ça marche très bien. Et on assure pour cette sonde-là, celle qu'on achète, parce qu'il y a plusieurs normes industrielles, on a une erreur maximale de 0,15 degrés. Bon, vous verrez que ça va s'empiler un peu plus. On aura un peu plus d'erreurs parce qu'on a toute la chaîne de mesure et on garantit plutôt une erreur de 0,5 degrés. L'installation, bien, la problématique est relativement simple. On cherche à mesurer quoi? On cherche à mesurer la température de la masse d'air. Donc il faut évidemment nous affranchir de tout rayonnement solaire, de tout rayonnement quelconque. D'accord? Donc on évitera le rayonnement solaire direct et réfléchi par le sol. On évitera le rayonnement des bâtiments ou des routes. Alors les bâtiments vont réfléchir mais en même temps rayonner dans l'infrarouge proche. On évitera l'effet psychrométrique. Je vais en parler juste après. Et on évitera l'effet Joule. L'effet Joule, forcément, à partir du moment où on alimente un système électrique ou électronique à l'aide de courant, on va créer un effet Joule qui va apporter des calories à l'ensemble. Donc, pour ce faire, on va utiliser un abri. Vous avez tous déjà vu un abri, je pense. Vous avez certainement d'entre vous utilisé un abri également. Eh bien, un abri, c'est quoi? Très schématiquement, c'est 2 systèmes de ventilation. La première, c'est ici. On a des ouïes en dessous de l'abri et on a une cheminée ici. Donc on va favoriser une convection naturelle. Voilà, ce qu'on veut, c'est se mettre en équilibre thermique très rapidement avec la masse d'air. D'accord? Et on va favoriser aussi la ventilation latérale. On veut que le vent pénètre dans l'abri. C'est également pour mettre le système en équilibre thermique très rapidement. Alors contrairement à ce qu'on pense, on a l'impression que le vent va faire baisser la température. Mais non, parce qu'une masse d'air se déplace avec ses caractéristiques de pression, température, humidité, et elle est quoi? Elle est dans le lit du vent. Donc le vent et la masse d'air, c'est la même chose, d'accord? Donc on a la même température. En fait, le vent, j'en parlerai certainement après, on le verra en atelier cet après-midi. Le vent élimine une pellicule d'air chaud, on rayonne dans le proche infrarouge, elle élimine une pellicule d'air chaud qui permet au corps de se refroidir encore plus vite, et du coup on a l'impression que la température est basse quand il y a du vent. Non. C'est un problème de chaleur et non pas de température. Donc on a favorisé la ventilation et la convection. L'effet psychrométrique, je vais en parler. L'effet psychrométrique, c'est vous prenez votre sonde, vous la mettez dehors, il pleut ou il y a du brouillard. Lorsque la pluie s'hermine ou lorsque le brouillard se dégage, il y aura forcément évaporation de l'humidité se trouvant à la surface du capteur. Donc il y a une baisse de température liée à cette énergie qui sert, sous forme de chaleur latente, à l'évaporation de ces gouttelettes d'eau. D'accord? Voilà la raison pour laquelle aussi on met l'instrument sous abri. C'est pareil pour la neige aussi, hein. On a le même problème avec la neige, on met un capteur. Néanmoins, il y a un léger effet quand même. L'effet psychrométrique sur l'abri existe. Il est faible, mais clairement, l'abri se rafraîchit. Il y a forcément une influence sur la mesure de la température. Et l'effet Joule, eh bien l'effet Joule, à partir du moment où on a la sonde là, ce qu'on veut, c'est échantillonner le volume d'air qui se trouve au centre de l'abri. D'ailleurs, tous les capteurs se trouvent au centre de l'abri, le plus loin possible des cloisons, même pour les petits, et surtout pour les petits. Eh bien, si on commence à injecter du courant dans ce capteur, forcément, il va chauffer. Et s'il chauffe, il va modifier l'environnement qu'il veut mesurer. Donc il a un problème de finesse. La solution a été trouvée, elle est toute simple. À partir du moment où on fait une mesure toutes les minutes de température, eh bien on va injecter un courant juste au moment de la lecture et on va injecter un courant très faible, un courant de 1 milliampère. Et là, on n'a plus de problème d'effet Joule et de dégradation de la mesure. Voilà, j'en ai terminé pour la température. On va passer au troisième paramètre qui est le paramètre hygrométrique et la mesure de l'humidité. Alors, on va
On va utiliser, ou on utilise, et on utilise encore dans certains endroits du monde, et peut-être en France, parce que c'est un instrument qui est quand même sans sas, c'est pas simplement pour les tests des élèves, où on fait un peu de physique, c'est un psychromètre. Alors, un psychromètre, c'est quoi? On va le voir cet après-midi, j'en propose un dans une des fiches atelier. Un psychromètre, c'est deux thermomètres totalement identiques. Sauf que, il y a un thermomètre sec, et un thermomètre dit mouillé. Pourquoi il est mouillé? Bien, simplement parce qu'ici, on a un petit réservoir d'eau. On y met de l'eau distillée qui va mouiller le volume de mercure, ici, par capillarité au travers d'une mousseline. D'accord? Eh bien, forcément, si on n'a pas saturation de l'air, forcément, s'il y a de l'eau sur cette mousseline, cette eau va avoir tendance à s'évaporer. D'accord? Si elle s'évapore, elle a besoin de chaleur latente d'évaporation et elle va prendre cette énergie où? Elle va prendre cette énergie sur l'air environnant et surtout sur le petit volume de mercure. Du coup, lorsqu'il y a évaporation, ce qu'on va noter, c'est qu'on aura une baisse de température. Ici, on aura une température de la masse d'air. Et ici, on aura la température de la masse d'air moins cette énergie qui aura été prise pour l'évaporation. D'accord? Autrement dit, l'écart entre les deux températures, sèche et mouillée, eh bien, est corrélé à la valeur d'humidité relative de l'air. D'accord? Si on a du brouillard, autrement dit saturation, 100% d'humidité, eh bien, les deux températures sont absolument égales. Et évidemment, il n'y a pas d'évaporation. D'accord? Ça marche très bien, ça. Ça marche très bien, mais toujours, notre problème des deux fils, vous allez voir ce qu'on a fait. Ici, c'est encore un capteur que vous allez... Encore une chaîne de mesure dans son entier. Un capteur, un transducteur qui va conduire l'information, un système de relais de l'information aussi, et un système d'enregistrement. Donc c'est une chaîne de mesure à elle entière, cette chose-là. Le capteur est protégé par cette grille. Je vous dirai pas ce qu'il y a dedans, vous le verrez cet après-midi. Vous le verrez dans l'abri, et vous essaierez de trouver ce qu'est le capteur dans l'abri. D'accord ? Voilà, donc ça c'est un capteur d'humidité, certes c'est un hygrographe. Là aussi, la qualité de la mesure n'est pas formidable par rapport à ce type d'instrument. Ce qui nous intéresse aussi, c'est le maxi et le mini de température. Sachez que ce type de capteurs, on les voit aussi dans certaines salles informatiques ou bien dans des musées d'histoire naturelle. Ça donne une information sur la valeur d'humidité relative. Et du coup, on peut intervenir et booster un peu la clim ou bien le chauffage. Notre nouveau capteur, le voici, ça ne ressemble pas à grand chose, mais il nous rend pas mal de services. C'est un hygromètre capacitif. C'est un peu le même principe que pour le capteur de pression. Alors, voici le capteur. Là, on a l'ensemble de l'hygromètre, on a l'hygromètre dans son ensemble, et en fait, le capteur se trouve derrière cette petite protection, et le voici. Il est minuscule. Vous en verrez un dans le parc, j'en ai un dans un grand abri, c'est pas moi qui ferai la visite, mais vous demanderez à la personne qui vous fait l'abri de bien vouloir enlever cette protection pour regarder le capteur. Alors, le voici, c'est minuscule, donc c'est bien le capteur qu'on utilise à Météo France et ailleurs également. Eh bien, c'est le même principe que pour la pression, on ne va pas utiliser le même critère de modification. On a deux armatures, comme à tout condensateur, c'est ce qu'on trouve dans nos PC, hein, deux connecteurs, et ici on a un diélectrique. Et ce diélectrique a la particularité d'être un polymère hygroscopique, autrement dit, ce diélectrique va absorber l'humidité de l'air et recracher l'humidité de l'air lorsque l'humidité relative baissera. D'accord ? Du coup, ce qu'on va voir changer, eh bien, c'est la constante diélectrique, tout bêtement. Et en fonction de l'état humide, enfin hygrométrique de ce diélectrique, on verra une variation de la capacité. On met ça dans un circuit oscillant, variation de fréquence, et in fine, on récupère une intensité ou une tension. Maintenant, les nouveaux capteurs nous donnent une sortie en tension. D'accord ? Alors, les contraintes d'installation à la fois pour la température et l'humidité, là c'est un abri riche, hein, on a les capteurs doublés. Les contraintes d'installation sont les mêmes parce que dans un abri météorologique, on ne mesure que deux paramètres, et deux seulement, température, humidité. D'accord ? Donc, si on oublie le couple de gauche, là, on va prendre ici ce couple-là, on a une PT100, la sonde de température, et on a un capteur d'humidité. Là, c'était pour une campagne, c'est un bien grand mot, mais c'était pour une intercomparaison entre les différents capteurs. Hein.
eh bien, on a la sonde hygrométrique et la PT100 qui sont au milieu de l'abri. C'est le grand abri que je vous ai montré sur la diapo concernant les abris. Et normalement, là, c'est pas très bien fait, mais la sonde hygrométrique est très proche de la sonde thermométrique. Et ici, dans ce cas-là, je vais vous demander de faire preuve d'imagination. Vous avez la sonde d'humidité qui monte comme ça. D'accord ? On le verra dans ma salle de TP. Et donc, on a la température qui pointe vers le bas, la sonde d'humidité qui pointe vers le haut. Et ils sont très proches, les deux capteurs sont très proches parce qu'on va échantillonner le même volume d'air. Forcément, l'humidité dépend de la température. Hein, on le verra cet après-midi aussi, si vous ne l'avez pas déjà vu, je pense que vous l'avez déjà vu. Mais l'humidité dépendant de la température, on va forcément mesurer l'humidité dans le même volume d'air que celui dans lequel on mesure la température de l'air. Ça, c'est une petite remarque sur cet abri. Il est minuscule. Bah oui, quand on avait un grand abri avec deux capteurs, c'était pas la peine. Il était justifié de se poser la question sur le besoin d'un abri de cette taille pour deux capteurs, ce qui fait qu'on a acheté plutôt un abri Socrima à coupelle, un modèle réduit là, et ça marche très bien. Ça marche très bien. Je vous ai parlé du rayonnement solaire direct. Dans ce cas-là, le rayonnement solaire direct, avant d'atteindre l'intérieur de la chambre, il a été piégé 4 fois. Tout en préservant évidemment une ventilation latérale. Parce qu'on pourrait se protéger du rayonnement solaire. On prend un tube de PVC, on le peint en blanc, rayonnement solaire direct est évacué, sauf qu'au bout d'un moment, on va noter une surchauffe de l'abri. Donc il faut ventiler, ventiler, ventiler. On voit également ici cette entrée, comme les ouïes que l'on voyait tout à l'heure, on voit une entrée en dessous de l'abri et une cheminée permettant la convection. D'accord ? Voilà, j'en ai fini avec la température. Je passe maintenant au capteur pluviométrique. Alors, on en a quelques-uns, je vous en montre quelques-uns. On en a acheté plusieurs. On l'a pas toujours fait les choses avec bonne idée ou avec qualité. Donc, je vous montre ce que l'on utilise surtout. En plaine, on va utiliser un SPIEA. Météo France n'utilise plus le SPIEA, c'est Société de production industrielle des engrais azotés. En gros, l'idée était celle-ci. Les producteurs d'engrais, alors lorsque les agriculteurs achetaient de l'engrais, eh bien, les sociétés leur fournissaient un pluvio en cadeau. Nous, on n'a pas acheté d'engrais, mais on a acheté le pluvio. La première chose qu'on ait faite, c'est ici vous avez un cône qui va recevoir l'eau avec une échelle. Cette échelle était plus ou moins fausse. La première chose qu'on a faite, c'est de rajouter une petite éprouvette à l'intérieur de ce grand cône. L'éprouvette avec son échelle nous permettait de minimiser l'erreur. Alors quand les précipitations étaient intenses, évidemment l'éprouvette qui ne pouvait mesurer que 8 mm d'eau en hauteur, on verra comment on mesure la hauteur d'eau, enfin comment on mesure les précipitations, quelle est l'unité utilisée pour la mesure des précipitations. Eh bien, il y avait un système de débordement, ce qui fait que l'eau coulait dans ce grand cône. On mettait ensuite, on prenait l'éprouvette, on mesurait les 8 mm, on prenait un petit crayon, on notait, on vidait, et on posait l'éprouvette sur ce support, et par vidage successif de ce seau, on faisait des mesures de 8 mm et on cumulait ces mesures. D'accord ? Le problème de ce capteur, enfin, un problème. Le manque de mesure dans ce cas-là, c'est l'intensité de précipitation. Ce qui se passait, c'est qu'il pleuvait, le météo disait il pleut, et évidemment, il sortait après la pluie, forcément. Autrement dit, il avait un cumul de précipitations, simplement. Mais ça marchait pas mal. On connaissait en tout cas l'eau qui était tombée au sol. Mais toujours cette paresse nous rattrapant, on a pris un capteur avec 2 fils. C'est toujours le même problème. On a pris un pluviomètre AOG basculant. Je vous en montrerai cet après-midi, vous en verrez dans le parc pour certains d'entre vous, cet après-midi et pour les autres demain. Et du coup, on a un pluviomètre automatique qui, à chaque fois qu'un OG bascule, c'est à l'intérieur de ce capteur, envoie une impulsion au système d'acquisition des données. D'accord ? Comment ça marche ? On a des OG ici. Est-ce que j'en ai ? Ah, j'en aurai.
Je vais y passer tout de suite après. Donc j'expliquerai le fonctionnement de ce capteur juste après. Ce sera un peu plus illustré à l'aide d'un graphique. Ici, c'est un pluviomètre aussi. C'est un pluviomètre qui était à une certaine hauteur, évidemment, parce que l'emplacement où vous le voyez, c'est en montagne. C'est un pluviomètre qui va mesurer le poids de la neige, ou de l'eau, peu importe, mais le poids. C'est un système à peser. Et il est capable, certains sont capables à la fois de mesurer l'eau qui tombe, mais aussi le taux d'évaporation. Parce que s'il n'est pas vidé régulièrement, et ça arrive, il y a différents systèmes de vidage, soit automatique, soit à la main, eh bien ce sont des capteurs relativement intelligents qui sont capables de mesurer à la fois l'eau tombée ou la neige, le poids en tout cas, la masse, et le taux d'évaporation. Et ces choses-là, ici, ce sont simplement des ailettes. Des ailettes, parce que le problème d'un pluviomètre, c'est qu'il est dans... On fait une mesure des précipitations dans l'environnement, et à partir du moment, c'est comme pour la température, à partir du moment où vous faites une mesure d'un milieu, le fait d'introduire votre capteur dans ce milieu va influencer les conditions de ce milieu. D'accord ? Eh bien, ce capteur ici, et encore il a une bonne forme, c'est les meilleures formes, les formes en verre à pied, là. Ce capteur, lorsqu'il y a du vent, eh bien, va forcément générer des turbulences. Et s'il génère des turbulences lorsque la pluie est faible, eh bien, on perd une certaine partie de la pluie, ne parlons pas de la neige. D'accord ? Du coup, ces ailettes en montagne, là où il y a pas mal de vent, vont permettre de laminer le vent et éviter les turbulences. Autant se faire que peu. Excusez-moi, j'ai une question. Pourquoi la forme du verre à pied est la meilleure pour la prise de mesure ? Parce que, parce qu'elle génère le moins de turbulences que des pluviomètres en cylindre ou des pluviomètres à double cylindre. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire là-dessus. Il y a eu des mesures qui ont été faites sur les turbulences induites par la forme du capteur, et les mesures ont montré que ce type de capteur gênait le moins possible. Mais je vais vous poser une question. Quel serait le meilleur des capteurs de pluviométrie, à votre avis? Comment vous le feriez-vous? Moi, j'aurais toujours imaginé qu'un cylindre, ça... Ah ben, c'est pas le cas. Ouais, c'est pas le cas. Moi aussi, j'aurais pu imaginer, il n'y a pas de souci. Toujours poser la question, pourquoi cette Ouais. forme particulière pour un capteur pluviométrique? Je regarderai si je trouve des études et je vous le fournirai par mail si vous le désirez. C'est pas pour la lecture simplement, ça va bien le diamètre du cylindre, au milieu la graduation. C'est pas la graduation. Non, parce que là, il n'y a pas de graduation. Pardon. Là, il n'y a pas de graduation là-dessus. Mais j'attends toujours une réponse. Quel serait pour vous le meilleur des pluviaux? C'est simple, hein. En fait, si on sait ce qu'on va mesurer... En forme de soucoupe volante avec un tube très fin et des rigoles. Oui, pourquoi pas. Mais absolument. Absolument. En fait, c'est très simple à partir du moment où on sait ce qu'on va mesurer. Eh bien, on a trouvé le type de capteur. Qu'est-ce qu'on va mesurer? C'est la pluie arrivant au sol. Donc, on met un pluvieux au sol. Ouais, mais il va y avoir au sol Des rejaillissements de l'eau. Je n'ai pas de photo sur cette diapo, mais Attrape, qui était notre ancienne direction des systèmes d'observation qui est arrivée à Toulouse, et on va récupérer le matériel. Attrape, on a un pluviomètre de 5000 cm², qui est au niveau du sol, sauf que là, il a fallu mettre un peu d'argent. On a commencé par creuser une fosse, on a commencé par mettre autour du pluvio une grille, sur laquelle on pouvait marcher. On y a mis une trappe pour pouvoir y descendre, parce qu'il faut pouvoir régler le pluvio. Le pluviomètre, ça tombe en panne, ça se dérègle. Autrement dit, le meilleur pluviomètre, c'est bien le pluviomètre au niveau du sol, en faisant attention à ce qu'il n'y ait pas de problème de rejaillissement, etc. Mais... Premier problème, ça coûte cher. Deuxième problème, si on fait des mesures de précipitation, nos voisins en font et à l'autre bout de la Terre, ils en font également. Il est hors de question pour nous de faire des mesures avec un système, avec une méthode de mesure qui n'est pas la même que celle utilisée par les autres. On induira une erreur positive, certes, mais il faut qu'on soit tous cohérents et homogènes dans nos mesures. Merci. Bon. Là, très rapidement, le pluviomètre à lecture directe, le graphique vaut ce qu'il vaut, vous m'en excuserez, mais j'ai pas encore maîtrisé les graphiques sous LibreOffice ou même Office. Alors,
On ne l'utilise pas, je vous l'ai dit. En revanche, on en a quand même un sur nos stations météo. Ça nous sert toujours de contrôle. Si on a besoin, si on a un doute sur notre pluviomètre automatique, qui est l'officiel, eh bien, on utilisera celui-là pour essayer de voir si on a un souci sur le premier. Alors, comme je le disais, pas de calcul d'intensité de précipitation en millimètres par heure, pas de réchauffage. Autrement dit, si on a de la neige ou de la glace, ou si on a de l'eau à température négative, ou si la température devient négative, on va finir par avoir des congères. Bah, cette neige ne sera pas mesurée, ou elle sera mesurée bien plus tard, quand le soleil apparaîtra ou que la température montera, évidemment. Et il risque même d'y avoir de la sublimation, autrement dit, on va perdre de l'information par évaporation, par sublimation de la neige. Celui-là ? Ah, non, c'est simplement pour symboliser l'échelle de mesure sur le cône extérieur, là. C'est quoi, c'est une mesure de poids? Ah, non, c'est une mesure. C'est une mesure de hauteur, en millimètres. Mais la question est justifiée, parce que je vous ai dit que j'allais vous raconter, vous dire quelle était l'unité de mesure de la précipitation, sans l'avoir dit. En fait, la mesure de précipitation en météorologie, pas Météo France simplement, en météorologie, c'est une hauteur de précipitation arrivant au sol. Autrement dit, c'est une hauteur en millimètres. D'accord ? Et là, c'est une échelle graduée en millimètres. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle on a 400 cm² ou c'est tout à fait le hasard? Je ne sais pas s'il y a une raison à l'origine de la construction de ce capteur. Je pense que de toute façon, la surface de captation est liée à l'échelle qui est à l'extérieur. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est, on le verra certainement cet après-midi, lorsque l'on a un problème avec le pluviomètre automatique qui a une surface de captation de 1000 cm², eh bien la solution qui est utilisée pour réduire l'erreur relative liée à un problème de suremplissage, je vous en parlerai très vite après, je le promets cette fois-ci, eh bien, on réduit la surface de captation. Maintenant, je ne peux pas vous en dire plus. 400, 300, 500, je ne... Parce qu'il y a des pertes par évaporation si on est dans un climat... Ouais. Donc en fait, plus la surface est importante, plus ça favorise en quelque sorte. Oui, néanmoins, on a quand même des problèmes d'évaporation dans ce seau. Je ne suis pas certain qu'il y ait beaucoup moins d'évaporation lorsqu'on a une petite surface de captation et un espace restreint que sur une grande surface. De toute façon, on ne dépasse pas les 1000 cm². Pour celui-là, c'est 400. Mais bon, les gens qui ont construit ça, à l'époque, on construisait nous-mêmes nos capteurs. Là, ce n'est pas nous qui l'avons construit. Il se trouve qu'on a utilisé aussi pour certains de nos capteurs 400 cm², mais je ne peux pas vous en dire plus. Bien, celui-ci, eh bien, à l'intérieur de ce dispositif, on a d'ailleurs un tuyau d'évacuation de l'eau, on a un système d'auget basculant. Alors, quand je vous dis que l'on mesure une hauteur de précipitation, dans ce cas-là, on ne va pas mesurer une hauteur de précipitation. On va remplir l'auget avec une certaine quantité d'eau et il va basculer à un certain moment. Et à votre avis, il va basculer... Quand est-ce qu'il va basculer? Quand il sera plein. Mais qu'est-ce qu'on va faire comme mesure dans le cas de l'auget? Une mesure de volume ou une mesure de masse? C'est une mesure de masse, évidemment. On peut ramener une capacité aussi. Ouais, mais là, ça va être beaucoup plus simple de mesurer une masse. Le volume, bon, évidemment, c'est hors de question de faire une mesure de volume. Pardon? Ouais, sauf que dans le cas du volume, en fonction de la température, on va avoir plus ou moins de dilatation du liquide. C'est la raison pour laquelle on s'interdit de mesurer un volume. On mesure une masse, et cet auget, dans ce cas-là, on a 8 grammes, mais dans ce cas-là, à partir du moment où on a 20 grammes d'eau, l'auget bascule. Il y a une erreur c'est un capteur problématique. Ce capteur, avec le vent, avec le gel, avec des tas de choses, nous pose problème. Et on le surveille comme le lait sur le feu. On le contrôle tous les 6 mois. Dans les régions, maintenant, c'est tous les 3 mois, en alternance avec les instrumentalistes et les exploitants. Pardon ? Il faut bien graisser l'axe. Surtout pas. Ah il faut surtout pas graisser l'axe, parce que, et d'ailleurs, on a une valise d'entretien, on a un pinceau et rien d'autre. Parce que si vous mettez de la graisse, vous allez récupérer des poussières.
Autrement dit, vous allez augmenter le problème. Et merci. Je l'avais oublié. Ici, il y a une erreur quand même assez gênante. C'est lors de fortes précipitations, on a une erreur dite de surremplissage. Cet auger bascule, on l'espère, en 0,4 secondes. D'accord ? À partir du moment où il atteint sa masse critique de basculement. Eh bien, lorsqu'il bascule, il continue à se remplir. Et ça c'est de l'information qui est perdue pour l'autre auger. D'accord ? Et on peut aller jusqu'à... Dans une des fiches, je dois proposer une précipitation intense et on arrive jusqu'à 17% d'erreur. 17%, c'est pas loin du cinquième de l'information. Si à ça, on rajoute les histoires de vent... Est-ce que j'en ai ? Je n'en ai pas, mais je vous en parlerai. Eh bien, on accumule les erreurs. À Blagnac, par exemple, quand il y a beaucoup de vent et de la neige faible, eh ben, il n'y a rien dans le pluvio. Il ne neige pas à Blagnac. D'accord ? En tout cas, il neige, mais on ne sait pas combien de neige il est tombé. Et du coup, cette erreur de surremplissage pour un capteur avec une surface de 1000 cm², on ne le verra pas ici. L'idée, c'est pour rebondir sur la remarque de monsieur, l'idée a été de réduire dans les zones tropicales, c'est un peu moins vrai maintenant, mais dans les zones tropicales, on a des capteurs dont la surface de captation est de 400 cm² et non pas 1000 cm². Je ne peux pas rentrer dans le détail ici parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais je répondrai avec plaisir à vos questions une fois de plus. Les principales erreurs, le vent, le bouchage. Alors le bouchage, c'est une horreur. Le bouchage, c'est une horreur. À la moindre moisson, on se récupère les graines. C'est un perchoir à oiseaux, d'accord ? Mais si j'ai ma surface comme ça, j'ai mon oiseau qui est posé là, l'oiseau étant craintif, il regarde ce qui se passe à l'extérieur, et dès qu'un rapace apparaît, il y a un coup de peur, et nous on récupère à l'intérieur, et ça nous bouche le pluvio. Donc ça, c'est vraiment une plaie. C'est incroyable. Du coup, vous faites un ciment au fond, vous mettez de l'eau, ça devient une piscine, les insectes viennent se baigner, et alors là, on s'en sort plus. Quand le pluvio se trouve sur un site habité, il n'y a aucun souci. Quand c'est en pleine campagne, on est obligé de téléphoner à un référent, un restaurateur, des gens qui acceptent volontiers de nous aider. Le gel, c'est un problème, même s'il est réchauffé. Il est très, très bien réchauffé, celui-ci. Du coup, on évapore aussi. Donc, il faut trouver le juste milieu. Le surremplissage, je vous en ai parlé, le déréglage. Donc là, tous les 3 mois, tous les 6 mois, on va faire un contrôle au litre. On envoie 1 litre avec certaines précautions, évidemment. Grosso modo, on envoie 1 litre. On attend 50 basculements pour 20 grammes. Et on prend entre 48 et 52 ou entre 47 et 51 en fonction des dispositifs. C'est l'étalonnage ? Alors, oui, c'est un étalonnage. L'étalonnage, c'est quoi ? C'est une comparaison par rapport à une référence. Ma référence, c'est mon litre, à 23 degrés Celsius. Enfin, on se débrouille. Donc, c'est un étalonnage, et après, il y a un calibrage. C'est-à-dire qu'après, si on n'arrive pas à l'étalonner, on le fait 1 fois, 2 fois, la deuxième fois, ça ne marche pas, on appelle les électroniciens, les installateurs, là, et ce qu'il va faire, lui, c'est déjà vérifier si on n'a pas dit de bêtises, et ensuite, il va verser avec une pipette 20 grammes dans cet auger. Et il va voir si l'auger ne bascule jamais ou bascule trop tôt. Et il réglera l'auger, tout bêtement. Voilà, ça se fait régulièrement. Autrement, c'est pas la peine d'espérer, de bonnes mesures. Bon, ici, c'est ce dont je vous parlais, très, très schématiquement. C'est un pluviomètre à peser. Ah, si. Je vous en parle ici à l'aide de cette diapo. Cette diapo vous donne... vous donne 2 courbes. La courbe verte, c'est de la pluie. La courbe bleue pointillée, c'est de la neige. Et pour un vent de 20 km/h, pour un vent de 20 km/h, vous voyez que vous pouvez avoir 20% d'erreur. Autrement dit, le vent soufflant sur ce pluvio engendre des turbulences. Si la pluie est faible, eh bien, elles vont évacuer une partie des précipitations qui n'atteindront jamais le cône. D'accord ? 20%. Si c'est de la neige, et je parlais de Blagnac, là, nos collègues de Blagnac, si c'est de la neige, on peut atteindre 40%. 20 km/h, c'est pas rapide. Hein. C'est pas énorme. Hein. Voilà. Non, mais ce capteur, cette étude date de 1960, a été faite au Canada. Le capteur, je ne le connais pas, mais c'est un capteur pluviométrique quelconque. Alors maintenant, vous dire si c'était cylindrique, en double cylindre ou en verre à pied, je ne sais pas. Néanmoins, ces erreurs, on les rencontre. Excusez-moi. Est-ce que ces marges d'erreur-là dues au vent sont prises en compte, sont dans l'ajustement peut-être des données qui sont transmises
Alors ça, c'est encore une question intéressante. Oui et non. Je ne suis pas de Normandie, mais je vais vous répondre oui et non. Premièrement, si j'ai un pluvio en pleine campagne, que je n'ai pas de capteur vent, je ne pourrais pas faire cette correction. Si j'ai un pluvio avec un capteur vent, si je fais une correction, j'induis une fois de plus une erreur positive par rapport à mes collègues qui n'auront pas fait mes collègues dans le monde, qui n'auront pas fait la correction. Donc ça, c'est le non. Et le oui, c'est lorsque l'on a à faire des études climatologiques, si on a la possibilité d'avoir un capteur vent tout près, ben là, on ne va pas se gêner, quoi. Si c'est une étude climatologique qui est destinée à une institution ou à des clients, là, on va faire une correction. Merci. Alors, les contraintes d'installation, voilà ce qu'il ne faut pas faire. On verra demain, les classifications environnementales, celles qui sont destinées à qualifier la donnée. Eh bien, celle-ci, par exemple, ce sera la plus mauvaise des classifications. Ça arrive. Ça arrive. C'est pas qu'on va mettre un pluvio sous un arbre, mais lorsque l'on loue un terrain, on loue un terrain là où on peut et il est limité en surface. Et si à côté du terrain, un agriculteur a un arbre qui pousse, on va pas lui demander, on va lui demander certes, mais il n'acceptera pas forcément de raser son arbre. L'arbre est là, il reste là. Du coup, on peut se retrouver dans ces conditions. S'il y a des Parisiens parmi vous, il suffit d'aller faire un tour au parc Montsouris et vous verrez ce que c'est qu'une catastrophe météorologique en matière de mesure. Alors, donc l'endroit dégagé. L'horizontalité, oui, si on mesure sur une surface de 1000 cm², si vous penchez, là j'exagère, mais si vous penchez, vous allez réduire la surface de captation. La surface de captation plus la masse mesurée va vous donner une certaine hauteur de 0,2 mm dans notre cas. Là, vous faussez la mesure. Si possible, et selon besoin, réchauffer. Sous les tropiques, c'est pas la peine. Et un entretien. Alors là, l'entretien, le météo, la première chose qu'il a appris à faire en venant à l'école, c'est utiliser une éponge et un seau d'eau. Et donc, en tout cas avec moi, c'est le cas. Et donc, c'est le nettoyage régulier. Et en plus, il faut que le cône ait une peinture qui soit vraiment très lisse et qui permette à la goutte d'eau d'évacuer le plus rapidement possible. Donc voilà, l'entretien est extrêmement important. J'ai pas compris le réchauffer. C'est besoin de réchauffer, j'ai pas compris. Là. Ah, alors... Mais pour pallier les problèmes de température négative, on va mettre ici une bague. Vous demanderez dans le parc aussi à enlever le cône de réception. Il y a une bague qui est alimentée par du 24 volts. Enfin là, elle n'est pas branchée. Donc on peut y toucher. Mais ici, il y a une résistance chauffante. Et donc on réchauffe le cône. Parce qu'en fait, c'est un cône dans le pluvio. Voilà. C'est au cas où la neige... C'est au cas où la température est basse. Il y a un capteur de température à l'intérieur, et automatiquement, quand la température est inférieure à 0, ou moins 3, ça se met en route. Oui. En fait, dans les stations qui vont être livrées, en fait, elles sont autonomes. Là, les 15 stations qui vont arriver, elles sont autonomes et alimentées par le solaire. En fait, dans quelle mesure en fait, l'alimentation solaire va permettre, en cas d'hiver, de pallier, de fournir ces 24 volts? Ça, j'en sais absolument rien. Je ne suis pas électronicien, donc je ne peux pas vous dire ce que va consommer cette résistance, mais à mon avis... Non, mais peut-être que sur le dispositif qui a été... c'est peut-être pensé avec un câble, je ne sais pas, mais je ne sais pas. Qu'est-ce que vous recevez? C'est un pluviomètre avec un abri? C'est les salamandres? Non, c'est sur... C'est 1500 cm3, 2700 m² avec un thermomètre céphale. D'accord. En fait, je ne sais pas si... Peut-être qu'il n'y a pas. Il n'y a peut-être pas. Ah, c'est une Pro-Davis. J'ai pas encore... J'ai étudié la station Pro-Davis avec un collègue de la DSO. Je vais en acheter une pour que mes élèves l'étudient et comparent par rapport à notre station météo. Je ne suis pas certain qu'il y ait du réchauffage sur la Pro-Davis. Hein. C'est un seau, enfin un seau, c'est un pluvio noir posé sur l'abri. Donc ça veut dire qu'en plein hiver, les choses qui vont. C'était la question en fait. Ouais. Ou alors vous y mettez une casserole d'eau chaude dedans, après l'avoir mesuré. Des chaufferettes chimiques. L'anémomètre.
Alors, l'anémomètre d'hier à aujourd'hui, ça, j'ai piqué ça sur un site... c'est sur Wikipédia que j'ai piqué ça. Je voulais une girouette. Donc ça, je l'ai piqué sur Wikipédia, je cite mes sources, évidemment. Donc la girouette, bon, c'est une forme de plaisanterie. On a utilisé aussi, pendant un certain temps, le télégraphe, l'anémomètre de... j'ai oublié son nom. Il me reviendra. Mais le système est assez intéressant, hein. En fait, on a une plaque qui va bouger, qui est en fonction du vent. Ce qu'on utilise maintenant, bien, c'est ces anémomètres, et j'ai bientôt terminé. Je prends encore 5 petites minutes et c'est terminé. J'ai un anémomètre ici qui est un Deolia, c'est le constructeur c'est le nom du constructeur, avec un anémomètre à coupelle, c'est celui du parc d'ailleurs, hein, le parc instrument, et une girouette. D'accord ? Et ici, ce qu'on utilise de plus en plus, parce que le mouvement, eh bien, nous, on mesure la météo dehors. La météo dehors, ça nous pose problème. On le ferait en labo, ça nous poserait nettement moins de problèmes. Mais tout ce qui est mouvement va engendrer des difficultés de mesure, le grippage, le gel et compagnie. On utilise maintenant de plus en plus ce type d'anémomètre. C'est un anémomètre ultrasonique. Vous avez ici 2 paires d'émetteurs-récepteurs. Alors, on fait une mesure 2D, hein, la mesure météo synoptique pour la prévision, c'est une mesure 2D. Le centre de recherche fait des mesures 3D pour les turbulences, mais nous, en prévision, c'est le 2D qui nous intéresse, le vent synoptique. Donc on a 2 couples d'émetteurs-récepteurs et on a un émetteur d'ondes ultrasoniques qui envoie vers le récepteur. D'accord ? L'instant d'après, eh bien, le récepteur, je vais en parler juste après en plus. L'instant d'après, je le répéterai, l'instant d'après, le récepteur devient émetteur et l'émetteur devient récepteur. Je vous en parle juste après. Oui. Est-ce que c'est celui-ci qui fonctionne avec l'effet Doppler ? Non. Non. On a le principe de fonctionnement. Celui-ci, c'est un fréquence métrique. Autrement dit, le principe, très simplement, c'est un disque crénelé. D'accord ? Enfin, c'est un cylindre crénelé. On a un optocoupleur. Autrement dit, on envoie une source lumineuse dans une direction et de l'autre côté, on a un récepteur. Et à chaque fois que l'on passe, qu'une fente passe devant ce système, eh bien, il y a un signal qui est enregistré et on mesure une fréquence de rotation. Ces capteurs-là, c'est tout ce qui nous appartient. D'ailleurs, on n'a que ça sur ce capteur et sur les capteurs en général, c'est le moule des moulinets là qu'on fournit au constructeur. Et en gros, enfin pas en gros, lorsque ce capteur tourne en 1 seconde d'un tour, on a une force de vent de 1 mètre par seconde. Voilà. Ce qu'on voit apparaître aussi, c'est de plus en plus, c'est d'autres manières de mesurer. C'est pas le même, mais on peut utiliser des potentiomètres pour la direction notamment. Voilà. Bon, il y a différentes techniques, les plus simples étant les premières. Voici un ensemble de capteurs ultrasoniques. Alors, comment ça fonctionne ? On va imaginer qu'on a simplement un seul couple. On va imaginer qu'on a un vecteur vent qui est collinéaire à l'onde au vecteur onde ultrasonique. D'accord ? Donc, c'est le cas le plus simple. Donc ici, l'émetteur envoie son onde ultrasonique vers le récepteur. Et l'instant d'après, c'est le contraire. Le vent restant, l'instant d'après, évidemment, on espère qu'il n'a pas changé. Et du coup, bien, avec le vent, cette onde va pouvoir se propager d'autant plus facilement que le vent est puissant. Et dans l'autre, il y aura un délai induit. Autrement dit, ce qu'on va faire, c'est des mesures de délai, connaissant la distance, connaissant la vitesse de propagation de l'onde ultrasonique. Eh bien, on va faire des mesures de délai, d'arrivée entre A et B et A. Et du coup, bien, on finit par éliminer la vitesse du son et on a la vitesse du vent déterminée par la distance qui est connue entre les deux émetteurs-récepteurs et les 2 temps de propagation. C'est pareil en 2D. Oui. Est-ce que vous arrivez à mesurer l'effet de rafale ? Oui. Mais même avec les autres. Enfin, ça dépend ce qu'on entend par rafale. C'est l'augmentation subite du vent. Oui, ça on le fait, c'est une mesure. Incontestablement, ceux-là sont bien meilleurs. On a un temps de réponse immédiat, on n'a pas de mouvement. L'autre, on a une réponse qui n'est pas tout linéaire. Il faut vaincre les frottements, puis après il faut vaincre le manque de linéarité de réponse de ce capteur, et on atteint une réponse linéaire à partir d'un certain temps. Enfin, affine dans ce cas-là, ou linéaire.
Voilà, ben pour vous prouver que c'est un bon capteur, on a une temps de mesure qui va jusqu'à 4x6, 4x6, 24, 240, moins 2,4 de 200, 230 km/h, 238, 237 km/h, ce qui est pas mal. Une résolution de 0,1 mètre par seconde. L'autre, c'était nettement plus important, je ne l'ai plus en tête, mais c'est une mesure vraiment très faible, cette résolution est très précise. Ça m'ennuie de dire précise parce que ça a une signification particulière en métrologie. Mais voilà, donc c'est un superbe capteur en force du vent et en direction du vent. On a une résolution de 1 degré, tous les autres sont en 10 degrés. Bon, on continue à donner des vents en 10 degrés. Il n'y a pas de perturbation dans l'ultrason? Ce qui va gêner l'ultrason, si, l'humidité. L'humidité va influer sur cette propagation. Le vent, mais c'est ce qui nous intéresse. Les plus grosses perturbations sont liées à ces petites choses qui viennent nous polluer nos pluviomètres. Et c'est les oiseaux qui se posent là-dessus. C'est les oiseaux qui mangent aussi les petits bouts d'émetteurs-récepteurs. C'est bon pour l'apéro. Il y a la vitesse, il y a la température aussi. Parce que Oui. la vitesse du son, Oui, il y a la température, et d'ailleurs, ce capteur, c'est aussi un capteur de température. Température dite sonique. Et c'est une bonne température, mais c'est un capteur qui vaut nettement plus cher que notre PT100, qui doit valoir 80 €. Après, j'ai du mal à comprendre comment vous mesurez la direction, là, parce qu'en fait, c'est avec les projecteurs. Ah non, oui. En fait, ici, je vous ai donné un cas simple en 1D. En 2D, on va simplement faire une projection sur les deux axes et on trouvera la direction. Ah d'accord, il tourne La pas. formule est un peu plus explicite, elle est plus compliquée. Oui, absolument. On va plutôt calculer un module dans le cas de la force du vent et une direction. Oui, bien sûr. Enfin, c'est pas. À notre disposition de la documentation sur ce. Oui, avec plaisir. Je vous donnerai l'exercice que je donne aux élèves parce que j'en ai pas d'autres. Il est fixe en fait. Il est fixe. Il est fixe et orienté. Ah d'accord. Par rapport au vent dominant, j'imagine. Par rapport au nord magnétique dans un premier temps, parce qu'il n'y a que celui-là qu'on connaisse. Après, on connaît la déclinaison, et du coup, on le recale sur le nord géographique. D'accord. Madame ? Non, la distance moyenne émetteur-récepteur, c'est compris sur ce capteur à peu près dans les l'ordre de grandeur. Je ne vais pas vous donner la distance exacte, mais c'est pas plus grand que ça. C'est 10-15 cm. Je vous en montrerai, je vous en montrerai un là-haut, mais là-haut, c'est un 3D. Je vous en prie. 3D en bas, là. Oui. Mais c'est exactement celui que j'ai dans mon labo. C'est un 3D, ouais. J'en termine là. Les contraintes d'installation. Les contraintes d'installation, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Les contraintes d'installation, c'est tous nos postes sémaphores. Nos postes sémaphores sont en bord de côte. Si vous avez une falaise, vous avez forcément une surpression en haut de la falaise, juste au bord de la falaise. Vous avez une sous-pression, une baisse du vent juste en bas de la falaise, sur la plage. Mais sur la plage, il vaut mieux éviter. Il y a quand même des baigneurs, il faut les laisser passer. Donc on repousse le plus possible normalement. Mais néanmoins, historiquement, c'est une information qui servait pas mal aux prévis. Et les prévisionnistes continue à récupérer cette information, même si on a les moyens satellitaires. C'est une information sur le vent qui fait à Brest quand on est à Paris. D'accord ? Voilà, donc ça, c'est une horreur. Ça, c'est une horreur aussi, mais ça se fait, et on sait faire. C'est un lotissement. D'ailleurs, ça, c'est une voiture Météo France. C'est un lotissement avec une mesure du vent à 2 mètres. On en parlera demain. Choix des capteurs, une petite erreur. J'ai fini, je vais arrêter là. Je vais arrêter là pour qu'on en discute demain, si vous le voulez bien. Vous permettre de faire une pause. Et je vous remercie d'avoir été attentif.